3, 4, c'est celle-là la plus belle. Les oiseaux qui voyagent en cage recroquevillent leur amplitude. Ils traînent derrière eux leur paquetage par moins 100 000 mètres d'altitude. L'horizon est un inconnu à qui ils demanderont asile. Ils espèrent être les bienvenus dans le costume de leur exil, et ils portent au fond de leur cœur une poignée de sable du désert. Ils sentent souvent son odeur en souvenir d'un bord de terre. En 91, j'avais fait cette expo-là qui s'appelait Enfer et Paradis. Donc je mettais des scènes d'enfer sur les fonds rouges et des scènes de paradis sur fond bleu. Donc expo 91. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai dit je vais continuer. J'ai refait des enfers, des paradis. C'est Dante qui t'a inspiré sur ce coup-là? Mais tout, depuis tout le temps. Tout le temps, Dante? En fait, c'est la peinture classique, elle m'intéresse toujours. Rodin m'intéresse, tu vois. Ça c'est des extraits de La Porte de l'Enfer de Rodin, qui est inspiré directement par Dante. Alors, comme par hasard, on est lundi et samedi, j'étais dans la maison de Dante à Florence. Que là, on présente La Porte de l'Enfer de Rodin. Donc, j'ai regardé avec détail. Donc là, j'ai cherché à montrer le côté bronze, tu vois. C'est ces trois-là? Ça, c'est 3, mais parmi 1000, j'en ai fait 100 des peintures d'après. Rien que La Porte de l'Enfer de Rodin, c'est extraordinaire. On la voit rue de Varennes à Paris, on la voit à Meudon, à la maison de Rodin. Par contre, quand je retravaille l'Enfer, alors tu vas retrouver des personnages. Il y a des anges. C'est plein de clins d'œil à l'art classique, à l'art de la Renaissance. Hein. Je suis très Renaissance dans ma tête. Très Renaissance. Ça vient de Michel-Ange. Celle-là? Ah oui, on reconnaît dans Michel-Ange l'envol. Ça vient d'une illustration de Gustave Doré, d'après Dante aussi. Tous les tableaux, tu retrouveras des références. Ça, c'est Rodin, c'est le baiser de Rodin, retraduit. Je sais pas, moi, au moins 1000 fois dans ma vie, 100 fois. Et celles que tu affiches, en règle générale, parce que alors, par exemple, pourquoi celles-là sont moins affichées, c'est les dernières, et celles-là, c'est celles plus anciennes, 90, là, dis donc. Ouais, ça, j'ai ressorti. Alors là, tu peux filmer là-haut. Les rouleaux? Ouais. Les rouleaux, c'est des toiles qui sont mises de côté. Comme ça, je récupère des châssis pour faire des expos récents. Et de temps en temps, je déroule des rouleaux. Quand je rachète des châssis, et je retourne des vieilles toiles. Alors c'est pour ça qu'on va sortir des trucs de 90. Celle-là a été cachée pendant 30 ans. Parce que c'est un homme replié complètement sur lui-même et tout. Je l'avais appelé l'œuf, l'homme il devient l'œuf. Je trouve toujours une inspiration dans la Renaissance. Hein. C'est pour ça j'aime bien aller à Florence, j'aime bien aller à Rome, j'aime bien revoir les tableaux aussi. Là, j'ai des projets en tête. En peinture. Ah ouais? Bah oui. C'est quoi le prochain pour toi? Le prochain, c'est la naissance de Vénus. Je vais d'abord le faire sur toile, puis je vais évidemment le faire sur bois. Hein. Mais il m'est arrivé de faire, par exemple, plusieurs tableaux sur le printemps de Botticelli. Ah oui. Et même dans la rue. J'ai 3 formules. J'ai la toile, la peinture sur bois et le mur dans la rue. Donc le tableau vraiment abouti, il aura passé par l'étape la rue, le bois, la toile. Le radeau de la Méduse. J'ai commencé en petit, après je fais un tableau plus grand. Après je fais une énorme palissade grandeur nature, avec tous les personnages grandeur nature. Et ensuite j'étais dans la rue et j'ai peint le radeau de la Méduse pour des Récollets devant l'hôtel du Nord. C'est ce mur qui est resté 11 ans sans bouger.
Quand il y a eu le premier tag, je suis revenu avec ma peinture, j'ai refait le fond gris, j'ai repeint en blanc tous les personnages. Il y a un lien tout le temps entre ma peinture de rue et ma peinture de tableau, hein, évidemment. Et c'est là que le public, je le retrouve, parce que mon public, il est autant le gars qui regarde les murs dans la rue, surtout si c'est des murs exceptionnels, que les tableaux quand on fait une expo. Avec Internet, on a de plus en plus de monde dans les expos, et je dirais même on a encore plus de public grâce à Internet, avec les Facebook et compagnie. Des fois, je poste une photo et le lendemain, il y a déjà 15 000 personnes qui l'ont vue, 150 partages. Je sais que ça, ce public, on l'aurait jamais eu dans les années 80. Il y a eu tout récemment une expo au Carreau du Temple, sur le street art, hein, puisque c'était à Urban à refaire, premier salon, que j'ai trouvé assez scandaleux d'ailleurs. Pourquoi? Pour mettre dans un état de soumission au commerce un art qui est totalement libre et qui perd du coup tout son sens. Bon, il faut faire ça. Il faut parler de l'art de rue puisque ça existe, que ça se vende, c'est bien si les artistes touchent leur part sur leur travail, ce qui n'est pas toujours le cas. Par contre, il manquait toute la partie histoire, il manquait une partie qui raconte ce que c'est l'art de rue, comment ça a commencé, comment ça a évolué. Mais qui raconte pas... On avait des petits jeunes, des petits jeunes marchands qui exposaient des petits jeunes peintres, et on dit voilà, c'est ça l'art de rue aujourd'hui. En oubliant que y a des gens qui ont travaillé pendant des années pour amener tout ça. Il y a des gens qui ont pris les risques, puis ceux-là, c'est plus facile de les oublier. Pensons à Ernest Pignon-Ernest qui intervenait sur le plateau d'Albion pour contester les essais de centrales nucléaires en France. Donc là, on remonte évidemment à avant 68. Pendant 68, c'était lui à l'atelier des Beaux-Arts qui tirait les petites affiches contestataires de mai 68 hein, avec les étudiants des Beaux-Arts à l'époque. Pas mal de gens vous diront, les vieux maintenant vous diront oui, l'atelier des Beaux-Arts tournait à plein parce que on faisait des sérigraphies, on faisait des affichettes à coller partout, voilà, la chienlit, tout ça, c'était les affiches qui étaient tirées aux Beaux-Arts. Donc on a des écritures sur les murs en 68, bien sûr, des phrases poétiques qui étaient tracées au pinceau, qui sont déjà de l'art de rue. On a eu monsieur Gérard Zotti-Camien qui a peint depuis les années 50-60, depuis 57 sur les murs, qui avait sur le chantier des Halles déjà placé des personnages peints. Donc là on remonte aux années 60. Voilà, en 71 je rencontre Ernest, j'ai 10 ans, et chez un peintre. Ça vous a fait quelque chose, j'imagine? Bien sûr. C'est là que c'est parti? J'ai entendu le discours aussi. Vous avez pu discuter avec? C'était des gars qui avaient une joie de vivre et qui partageaient énormément de belles paroles sur la vie, des espoirs. C'était jeune, hein. Qui étaient dans le partage aussi. Ils avaient la trentaine. Donc ensuite j'ai rencontré, donc là on est chez Le Boulch, à l'adresse évidemment où j'habitais, ça c'est le hasard qui a fait ça. Ils font une revue qui s'appelle Chorus, donc qui est sortie de 71 à 73, qui réunissait tous les grands artistes de l'époque qui étaient encore jeunes, donc Ben, Fromanger, Pierre Tillement, des peintres comme Titus Carmel, Monori, Armand, etc. Ces artistes faisaient une revue ensemble, à leurs frais hein, en plus. Donc moi, comme j'habitais l'immeuble, vous étiez dedans. J'avais le droit d'être là. C'était un privilège et une chance en même temps. J'ai entendu tout ça. J'ai vu se monter les premières grandes expos quand c'était à la figuration narrative.
J'ai été invité moi-même à exposer parce que je commençais à dessiner. Donc j'ai été invité à Avignon pendant le festival en 81. Il y a eu une grosse expo avec 200 peintres de ce mouvement-là. Et on me donne l'occasion de peindre en grand format. On investit la ville puisque c'est les 100 ans de l'interdiction d'afficher. Loi de 1881, souvenez-vous. On fêtait les 100 ans c'est super. de l'interdiction d'afficher en affichant partout C'est ce qu'on génial. voulait. Génial. Donc, Génial. sachant qu'Avignon, c'est déjà une ville où on expose énormément d'affiches. Donc 200 peintres peignant ensemble sur une date, partout, dans une petite ville. Ouais. Je vais s'imaginer Ça se les voit. rêves que ça lance. Donc de retour à Paris en 81, je monte une association Oui, oui. Avec, qu'on appellera Zigzag dans la c'est ça. savane, comme ça. c'est ça, ouais. Là, se joignent à nous des danseurs, des musiciens évidemment. Il y avait... Donc on faisait des festivals dans la rue comme ça. Ça arrivait d'un coup, on se donnait une adresse. Et hop, une fête arrivait avec Super. des artistes en train de se mettre à peindre et à inventer. Donc des danseurs en train de danser, des musiciens évidemment qui... C'était un peu ce qu'on ça. appelle aussi alors, un petit peu le courant La fête alternatif, spontanée, c'est-à-dire c'est tout le ça. monde se rassemble. C'était le début des années 80. On a une pensée, on est artiste, on a quelque chose à dire, Voilà. on vient et on fait. Et en mai, n'oublions pas l'élection de Mitterrand, Ouais, l'histoire de Coluche, ouais, qui était un bon tonton, quoi, un Ouais, ouais. tonton parrain ouais, évidemment. de bonne pensée, avec le rire en plus. Donc c'est vrai que si on n'avait pas eu Coluche, il n'y aurait peut-être pas eu tout ça, il n'y aurait peut-être pas eu Mitterrand, etc. Donc ça, il faut le dire quand même. C'est clair. On peint énormément, mais on fait on organise un festival spontané comme ça. On avait décidé... Un des plus Curieusement- gros que vous aviez organisé. ah bah c'était Celui-là, énorme. c'était énorme. Ouais. Donc c'était le premier dimanche de chaque mois et on était avertis de l'adresse. Et là les énergies se regroupaient, puis on pouvait créer librement, totalement librement. J'ai inventé mon bonhomme blanc dans ce cadre. Ouais, c'est en zigzag. 83, je crois. Ouais, voilà, c'était là, comme j'ai dit, 80, 83. C'est zigzag. parti là, quoi. Et Ouais. là j'ai dit, bah, moi je vais, personnellement, on va chacun s'attribuer un rôle. Moi je vais mettre un être en liberté totale. Je vais mettre dans la ville un bonhomme tout nu qui va courir là où il veut, qui va donner une énergie énorme aux gens qui vont le croiser. Mais je me suis donné comme but de faire ça toute ma vie. Donc ça peut pas être normal à C'est 20 courageux. ans. Ça peut paraître un peu bizarre quand on a 55 ans, comme j'ai aujourd'hui. Mais en effet, ça a fait 33 ans, 34 ans que je fais ça. Et qu'il Je vit. continue sur la même idée, d'une idée d'un mec qui a 20 ans avec des copains et Super. qui décide de transformer la vie. Uh-huh. Je parle pas de la ville, mais de la vie. De la vie. De rendre les gens plus libres d'une certaine façon. Donc autant un mec a pu écrire une phrase, mettre c'est quoi la liberté, un truc comme ça, comme moi je mettais mon bonhomme blanc qui disait la même chose, qui disait c'est quoi la liberté Pour vous, c'est quoi la liberté? Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, un mec qui va se mettre tout nu, qui va traverser un bout de ville, il va se faire arrêter par la police. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, se balader tout nu Donc moi, ça fait 33 ans que je fais des mecs qui se baladent tout nus, mais ils n'ont jamais pu être arrêtés puisque c'était de la peinture. Ouais. Alors on l'a effacé, on l'a recouvert. Mais parce qu'en plus, vous avez votre nom, etc. Ouais, mais Partout, on sait où vous êtes. Ce bonhomme blanc, il existe. Ouais, maintenant c'est c'est- rentré dans les mœurs, ouais, presque, oui. Il est devenu un être vivant quelque part dans la société. Donc si la police ou la loi ou l'ordre établi a quelque chose à dire, c'est au bonhomme blanc qu'elle a à le dire. Mais que dire à un personnage qui n'est que peint? Oui, je pense que ayant eu 20 ans et ayant beaucoup, entre guillemets, refait le monde avec plein de copains, de longues soirées, de longues nuits, de discussions, je comprends que la jeunesse d'aujourd'hui ait envie de discuter, d'écouter de la musique, de se poser des questions. Le plus important, c'est pas les réponses,
C'est de se poser la question. Est-ce que vous pensez qu'il se pose les bonnes questions? Ah bah, peu importe, ce qui compte C'est vrai. c'est de se poser des questions. De toute façon, les réponses, on les a jamais. On a des réponses, on a certaines réponses. Ils sont en train C'est de- un début de discussion. Ouais. En fin de compte, les questions d'une jeunesse, c'est toujours les questions de la jeunesse. Ouais. Ça, c'est hors du temps. Ouais. Moi, je me sens toujours l'âme d'un gars de 20 ans. J'ai les mêmes questionnements que si j'avais 20 ans. Alors, évidemment, à 55 ans, ça peut faire bizarre. Mais je me demande aussi, je regarde évoluer le monde. Et Je vois qu'on aura toujours de toute façon un système marchand qui permet la liberté. Tant mieux que des gens pensent liberté, changement. Ça c'est génial parce que c'est vrai que c'est un monde qui a besoin de changer. On a subi la pression des attentats, des terroristes. Il y a eu la peur, on a envie de se libérer de la peur. Donc pour se libérer de la peur, on va s'émanciper dans une notion qui est finalement la notion normale de la vie, c'est-à-dire rencontrer des gens, parler, ça exorcise la peur, ça recrée la communauté qui fait que qu'on se sent bien et qu'on va recréer ce sentiment de liberté qui nous manque. Maintenant, ce que je vois, moi, c'est des provocations avec les policiers, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec, Tout à avec ce qui devrait avoir lieu. tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, les policiers, c'est des gens aussi. C'est des gens qui demandent qu'à rejoindre les vrais mouvements de Tout à liberté. fait. On a vu ça des tas de fois. On a vu ça en Chine, quand il y avait l'histoire des chars à Tiananmen. On a vu ça à Prague, quand il y a eu le printemps de Prague. Les soldats sortaient de leurs chars et rejoignaient les militants, tout ça. On se dit, c'est très beau, il se passe un truc absolument merveilleux. La liberté va enfin régner, tout ça. Maintenant, une liberté où on donne du pouvoir à ceux qui veulent nous détruire aussi, on sait qu'elle est dangereuse pour nous-mêmes. Donc la société, elle est double. La jeunesse, elle est double aussi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent que profiter, casser, détruire. Et il y a une autre jeunesse qui veut construire. Ma liberté, ça a été de me dire toujours, je serai peut-être clochard un jour, mais je le fais quand même. Bah déjà c'est ça, voilà. Vous avez pris ce risque-là. De ne pas avoir de patron, parce que de toute façon, c'était insupportable dans mon esprit d'avoir un patron qui puisse me commander. Ouais. Je me suis marié quand même. Maintenant, quand on se marie, on n'est pas forcé de se faire commander non plus. Oui, on mais- admet que, même dans une vie de couple, voilà, prenons tout simplement la mini-société. La plus mini-société, c'est la famille. On essaie d'être heureux ensemble, sans qu'il y ait de chef. Refusons la notion de chef. Ok, donc ça, c'est une remise en cause de ce qu'on nous a appris quand on était petit. Ça veut dire, pour gagner ta vie, tu vas devoir travailler, donc tu vas respecter ton patron, tu vas faire tout ce qu'il te demande, tu vas être bien sage et il te donnera ta paye à la fin du mois. Si on prend vraiment le métier, c'est plus à comparer à ce moment-là aux sportifs en compétition. Il y a une course où il y a forcément des gagnants et forcément Ah oui, des vous perdants. sentez ça aussi dans votre milieu? Ah bah, il y a une concurrence terrible, parce que l'argent il vient que d'un endroit et on est plein à le vouloir, donc si on veut vivre, il faut être dans les premiers, sinon tu meurs. Ouais, on paye dur la liberté, c'est vrai, moi aussi j'ai payé dur. Hein. Ah bah sûrement. Maintenant je pense que vous êtes à l'abri aussi de tout ça, j'imagine. Non. Non, c'est vrai. Même un artiste comme vous, Bah oui, à l'origine du street art. chaque début de mois, je me dis, bah si ce mois-là je gagne rien, je suis vraiment dans la merde. Je Ouais, tombe mais ça dans doit les vous dettes. rassurer parce que ça fait 30 ans que c'est... 33 ans je Que crois. je vis dans cette angoisse. Ah, c'est quand même une angoisse aujourd'hui, même aujourd'hui Ah encore. bah ça a toujours été, c'est la dette D'accord. quoi. D'accord. Si tu payes pas ce qu'on te demande, t'es dans la dette. D'accord, d'accord. Vous avez jamais voulu
aller dans ce système de merchandising, c'est ça C'est pas aussi. ça, c'est que tout ce qu'on nous demande, c'est gratuit. C'est jamais payé. On nous propose des trucs à peindre, des murs, des trucs. C'est jamais payé, j'ai reçu ça ce matin. Don de l'artiste. C'est marqué, hein, je montre en gros. C'est toujours don de l'artiste, quoi. Si t'arrêtes de donner, t'existes plus. Donc tout ce qui est vendu, c'est la plupart du temps pour des bonnes œuvres, parce que t'as des tas de gens qui viennent solliciter sans arrêt. Donnez-nous un tableau, ça va vous faire connaître. Ouais, bah oui, je suis d'accord. Je pense que quand j'aurai 70 et 80 ans, on me dira toujours donnez-nous un tableau, on va vous mettre dans une vente, ça va vous faire connaître. Parce qu'on n'est plus à la belle période où l'art représentait quelque chose. Il y a eu la période où il y a eu des vrais artistes qui ont bien gagné leur vie. Aujourd'hui, il reste Pierre Soulages, il reste quelques vivants qui ont vraiment su profiter d'une période assez exceptionnelle, disons entre les années 50, comme les chanteurs qui touchent des droits d'auteur, tu vois, c'est merveilleux d'entendre ça. Bien sûr, Je trouve ça merveilleux, nous on a des... vous n'êtes pas dans la... Quand des livres sortent, on touche jamais un centime de droit d'auteur, puisqu'on nous dit ça va vous faire connaître d'être dans un livre. On accepte de céder nos droits pour être dans le livre, sinon c'est tout simple, on n'est pas dans le livre. Donc pour être connu, il faut accepter de céder ses droits d'auteur. Quant au programme de retraite, c'est bien simple, j'ai encore reçu le papier ce matin. Le programme précise bien qu'on aura 0 retraite. On n'aura rien. Alors qu'est-ce que vous vous dites du coup, vous qui me dites qu'il faudra peindre jusqu'à ce qu'on soit très vieux, en espérant toujours vendre un tableau à quelqu'un qui va venir s'intéresser. Ouais, on n'est pas... c'est pas... moi, je peux pas dire que j'ai eu une réussite. Ah oui, c'est vrai, vous le considérez comme ça? Socialement, oui. Mon bonhomme blanc, c'est une réussite sociale. Énorme quand même. Énorme, je le reconnais. C'est génial. Je vais dans n'importe quel endroit, pas forcément à Paris, mais il y a des gens qui me reconnaissent, qui viennent me dire bonjour monsieur Ménager, y compris dans d'autres pays. C'est formidable d'être reconnu dans la rue. Bah oui, parce que vous avez commencé aussi Alors que j'ai pas une gueule ni d'acteur, ni de chanteur. de peintre, D'artiste peintre. Je passe plus à la télé depuis 20 ans. La télé, elle a complètement oublié de parler des peintres. J'entendais Blake, là, l'autre jour, justement, à propos de Urban Arfer, là, qui disait que lui, il pensait que ça allait venir dans 10 ans, puis finalement, il dit « Ah c'est maintenant, 30 ans après. » Donc lui, il a le sentiment d'une réussite. Bon, lui, il était présenté par un marchand, il avait un stand, puis rien que pour lui, il avait des raisons d'être très content. Mais moi, j'avais aucune présence sur ce salon. J'ai envoyé quelques courriers aux marchands que je savais exposer en leur disant c'est quand même bizarre, vous trouvez pas, si je fais pas partie du premier salon de l'art de la rue, ça va faire bizarre, les gens vont se demander ce qui se passe. Ils m'ont dit, on n'a plus de place sur les murs pour toi, mais si tu as un truc sur socle, on veut bien, tu peux te trouver une petite place. Tu vois, j'avais l'impression de mendier, quoi. Donc, j'aurais pu aussi dire, je fais pas partie de ça, mais en même temps, ça serait m'exclure moi-même que de même pas faire le geste de demander à des gens que je connais, de leur dire, vous avez pas une petite place quand même, je fais partie des gens qui ont fait l'art de la rue, c'est vrai, mais si j'avais rien demandé, j'aurais pas été du tout sur le salon. Alors Blake peut dire, j'ai attendu 30 ans. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais dire? Moi, j'ai attendu quoi? Je suis même pas là. Je suis même pas sur ce premier salon de l'art de rue. La différence, elle m'a plu, c'est quand un journaliste vient là-dedans et il a trouvé le petit coin où je suis et il dit « Il y a Jérôme Ménager ». Et lui, là, il a fait un gros plan sur le tout petit tableau que j'avais dans un tout petit coin. Mais ça voulait dire que j'en fais partie. Mais est-ce que pour vous, il faut le changer, ce monde? Alors, le changement. Vous le changez, le monde, avec ça, déjà. Le peu de gens qui croisent vos toiles. Mais oui, non, vous pensez pas, c'est vrai? Si. C'est ce que vous espérez intimement, c'est ce que j'ai toujours fait, bien sûr. J'ai la conviction totale. D'ailleurs, je disais à 20 ans,
Si tout le monde va peindre dans la rue, on aura des rues toutes colorées, on aura un monde nouveau. Vous êtes désenchanté? Non, pas du tout. Au contraire, je suis complètement... T'as vu, j'arrête pas de peindre. Je veux dire, le 13 novembre, il y a eu ces attentats. Moi, j'étais à l'île de la Réunion. Dès que je suis rentré, j'ai pris mes pinceaux, je suis allé dans la rue, j'ai fait tout le canal, j'ai peint Nous sommes en terrasse, j'ai peint des buveurs de bière, de coups. Un jour, on organise à plusieurs artistes de peintres de rue. Donc là, il y avait tout le monde. Speedy Graffito, Nemo, tout le monde. C'était au Blanc Manteau, à l'espace des Blancs Manteaux. Ouais. En 2005, on fait une expo, j'ai encore le carton là, ça s'appelait Section urbaine. Ouais. Donc on avait reconstitué une grande rue dans tout le lieu d'expo. Et on se regroupait par binôme, on s'était fait des petites cabanes et le public entrait, visitait, il y avait énormément de monde. Puis le public se baladait, mais nous dans nos cabanes, on était là tout le temps de l'expo, donc on vivait là. On était dans notre lieu d'expo, les gens venaient nous voir et bonjour et machin, et on vous dédicace le catalogue, on était à l'aise dedans. Bah oui. Mais on se permettait des sorties, alors on prend un pot de peinture. Voilà, tiens, je vais peindre ce mur-là. Donc, je vais à 100 mètres de là, je peins un mur, et il y a l'Atlas, là, qui est un des copains de Jean Faucheur, qui m'accompagne avec sa bombe de noir. Et lui, il fait des petits labyrinthes qui font des signatures. Hein. Il est avec moi, je suis en train de peindre. Et voilà les policiers qui arrivent. Je termine quand même mon bonhomme. Et je marche à pas lent pour pas avoir l'air de courir, mais je sais que mon but c'est de rejoindre l'expo où je serai en toute impunité. En sécurité, quoi. Ouais. Et les policiers, je les vois en me retournant, tombent sur l'Atlas. Lui, il a une bombe de peinture noire à la main, et on lui montre les bonhommes blancs, et c'est lui qui prend. Alors, il fait, viens. Et là, je commence à marcher, je me rends compte que mon pas s'accélère. Et j'entre enfin dans l'expo en faisant ouf. Et là, je vois les policiers qui attrapent la classe pour l'empêcher d'entrer. Je fais, oh, lui, on va l'accuser d'avoir peint mon bonhomme blanc alors qu'il a une bombe Noir. de peinture noire à la main. Bon, enfin, il nous a rejoint 10 minutes après, mais Ça a été quoi. Ça a c'est quand été. même révélatrice du fait que quand on peint, on a toujours cette peur et qu'il y a l'extérieur et l'intérieur. Donc je pense que pour résumer notre vie d'artiste, elle tient compte du fait qu'on est obligé d'avoir des lieux de sécurité, nos petites grottes, des lieux qu'on peut fermer. Où rien peut vous arriver, quoi. Où rien ne peut nous arriver, et puis un extérieur qui est un lieu de péril, un peu aller dehors, c'est prendre un risque. Un jour, je rencontre Nemo, en 94. C'est un gars qui a 14 ans de plus que moi. Hein. Je me mets à peindre avec Nemo, qui était un des emblèmes aussi du 20e, avec ses personnages parapluie, l'hommage au ballon rouge, à la Maurice, tout ça. Et on s'est très bien entendu tout de suite. C'était une découverte essentielle parce que c'était bien pour moi que je rencontre un plus ancien qui a la même passion de la rue. Et c'était sans doute bien pour lui aussi de rencontrer un mec comme moi, qui avait à la fois un pied dans l'art et surtout deux grands pieds dans la rue. Et on a peint ensemble. On a entamé une série de 160 murs qui sont en photo dans mes albums. Là, on a fait 160 murs ensemble. On allait tous les jours en fait. Il venait tous les matins à me chercher avec sa bagnole et on choisissait un mur et on travaillait vraiment des projets. On a élaboré c'est le mot, des murs qu'on a fait ensemble. En pensant au quartier, à ses habitants. Donc sur le même quartier, on a travaillé plusieurs années. 94 à 96,
Après, il est parti en Colombie pour faire les 165 murs en Colombie tout seul. Un travail admirable. Il avait rencontré le maire qui, lui, circulait en clown sur un dos d'éléphant Ah ouais. pour faire sa campagne électorale. Il a été élu président. Enfin, c'était l'époque des enlèvements, mais moi, c'est impossible de l'enlever. Il est insoulevable. Ah ouais. C'est un poids, Ah, il est costaud. c'est un hippopotame. Ah ouais. T'enlèves pas un hippopotame comme ça. Là, il m'est arrivé le problème. Le problème, c'est que tout un immeuble, toute une copropriété d'immeubles me demande de peindre un mur. Ils sont tous d'accord, ils me demandent de peindre un mur. Mais il y a un architecte. Et voilà le problème. Et l'architecte, il dit, quand on fait un mur peint, il faut demander l'autorisation. Et quelle connerie. Les pauvres gens qui ont voulu que je peigne leur mur de leur immeuble, ils m'auraient demandé, j'aurais peint, il n'y aurait eu aucun problème. Mais le fait de demander une autorisation, C'est fini. c'est fini, c'est foutu. Parce que Évidemment. c'est permettre à quelqu'un de dire non, Et puis, non, celui-là ne peindra Et pas. puis de toute façon, la base du street art, s'il n'y a pas d'autorisation. Bah Enfin, évidemment. c'est ça, la Eh ben, base. là, aujourd'hui, je devais être en train de peindre ce mur, mais du fait qu'il y a une demande d'autorisation, il y a 6 mois d'attente pour avoir peut-être une réponse qui sera non. Et à ce moment-là, si je le fais quand même, je suis 2 fois en tort. Et si on le fait sans demander, ben, on n'est pas dans le délit, puisqu'il y aura des gens qui vont dire oui, ça on aime, non, n'effacez pas, c'est pas un délit, on apprécie ce qu'il a peint, ce gars-là. Donc c'est pas un délit, ça va être au contraire, il va être encensé le mur. Mais malheur à ceux qui demandent des autorisations. La vraie liberté consiste à ne jamais demander d'autorisation, évidemment. Donc elle est où la liberté? Bah, elle est de dire, moi j'ai envie de faire ça, je le fais. Et là, je vais avoir des gens qui vont me dire, t'as eu raison de faire ça, bravo, c'est très bien. Et ben ça, c'est la liberté. Mille formules d'expo. Hein. Donc après, certes, les artistes qui réussissent ont des expos de musée, ça j'en ai même pas parlé, parce que moi, il est hors de question, maintenant que ça m'arrive. On m'a dit que j'étais grillé, machin, j'ai trop exprimé mes idées, donc je suis pas adapté à la formule muséale. Hein. Je suis un rebelle, moi aussi. Dans les artistes, je fais partie des rebelles. Hein. Je suis pas dans ceux qu'on prend comme ça, ou alors on me prend par ce qu'il faut. S'il y a une rétrospective sur l'art de rue, ils sont un peu obligés de m'exposer. Hein. Maintenant, quand on m'invite à un vernissage, l'organisateur a toujours peur que je parle à des gens, que je dise ce que je pense. C'est vrai, c'est Ah bah ça. la liberté de penser, ça te ferme des portes aussi. Hein. C'est fou, ils appellent des artistes qui sont... Bah, du moins, les portes qu'on ferme aux gens libres, c'est des portes de monde fermé. Quand t'as l'esprit libre, t'as toutes les portes ouvertes des mondes libres. Mais les portes qui se ferment, c'est des portes de monde fermé, c'est des portes Bah, tout à fait. de monde clos. Ouais. C'est des petites impasses. Faut faire en sorte dans notre vie que le monde où l'on soit nous-mêmes, ça c'est très important, que le monde qu'on choisisse nous-mêmes ne soit pas un cul-de-sac, ne soit pas une impasse. Il faut toujours se choisir un monde qui est d'état de sortie. Donnons l'image à la vie, donnons-lui l'image d'un labyrinthe. À ce stade, la seule et meilleure comparaison que je puisse faire serait celle des catacombes, là, du moins ce qu'on appelle les catacombes, les carrières sous Paris. C'est un territoire complètement libre qui fait des centaines de kilomètres et où il y a des dizaines d'entrées et des dizaines de sorties. Celui qui va là-dedans, il sait qu'il va dans un monde particulier, qui est un monde de liberté, qu'en plus c'est interdit. Donc choisir une liberté dans un monde interdit, c'est très fort, parce que c'est encore plus un monde libre. Mais
On n'y rentre que si on connaît les sorties. Ou alors c'est au petit bonheur la chance, mais on risque de sa vie. On risque d'y rester plus longtemps que prévu. Bah, c'est ça la vie, un labyrinthe. C'est lui qui va explorer une voie qui lui paraît intéressante, voire fascinante, peut en fait aller tout droit dans un dédale qui ne le mène à rien. Qu'il mène si loin qu'il ne trouve plus sa subsistance vitale. Au moins eau fraîche, nourriture. Il y a des impasses. La vie, c'est un labyrinthe, et dans tout labyrinthe, il y a des impasses. D'ailleurs, c'est fait exprès. Pas de labyrinthe sans impasse. Et le jeu du labyrinthe, c'est de trouver la sortie, la sortie, parce qu'il n'y en a pas des milliers, finalement. Parfois, dans les 350 km qu'on a de catacombes sous terre, il y aura une sortie ce soir-là qui ne sera pas bouchée. Parce que j'ai entendu, ouais, t'as fait beaucoup de toiles, beaucoup de peintures en dessous, ouais. Il y en a encore. Il reste des peintures que j'ai fait en 83. C'est le seul endroit où on voit mes premières peintures, c'est toujours dans la catacombe à Paris. Donc il y a des endroits, il y a des territoires, il y a des coins qui sont bouchés pendant parfois 10 ans, pour se réouvrir, ou parce que des courageux ont creusé un tunnel pendant plusieurs nuits. Oui, c'est des coins que je connais bien. J'ai emmené Higelin, Werner Herzog, j'ai emmené Sting. Donc on a des territoires comme ça à Paris, on a des parcours parallèles. Comme il y a les petites rues que peu de gens explorent, les arrière-cours de Paris, c'est un mystère aussi. C'est des surprises, c'est des petits détours qui font qu'on peut tomber sur un petit chef-d'œuvre voilà, que personne ne voit jamais, mais, ou même dans le monde est ça aussi. Tu vas en Inde, tu vas dépasser Pondichéry, tu vas te retrouver à Auroville, et là tu vas dire tiens, oh voilà un monde merveilleux, oh, incroyable, extraordinaire, tout le monde vit là. Comme les hippies des années 70, et puis ça se passe bien, et puis oh là là, mais ça fait 40 ans que ça dure, et bah oui, ça se passe toujours, il y a des gens du monde entier, ils vivent en harmonie. Il y a ça, c'est des coins où j'adore être, où il y a plein de peintures, oui. Bah évidemment, bah oui, tout à fait, j'ai des amis qui vivent là-bas. Comment tu trouves ça, Auroville? Bah c'est magnifique, c'est une expérience de vie fantastique. Tu l'as fait toi un jour dans ta vie? Bah oui, j'ai eu ma maison dans la Cévennes. J'ai rénové une baraque en pierre dans la Cévennes. Toi qui as rénové? Oh, complètement, ouais. Et alors, le passage a duré combien de temps? Eh ben, pour ma première femme, elle y est toujours, donc ça lui fait déjà 16 ans de vie là-bas. Elle est toujours là-bas, ta première femme? Mais oui. Ah, super. C'est le bonheur, ouais. Elle a voulu vraiment le bonheur, elle m'a dépassé au niveau du bonheur. Ouais. Ah, tu penses? Ah oui. Oui, oui. Pourquoi? Ah bah quand on vit comme ça. Et dans ce cas-là, pourquoi tu vivrais pas comme ça, si tu penses que c'est toi un idéal que t'aimerais vivre? Mais parce que moi j'ai mes tableaux c'est ma vie. Oui, du coup tu peux pas j'ai un t'isoler. public. Tu peux pas t'isoler. Et de quoi j'aurais vécu après. Ouais. Tu retournes de temps en temps? Bah j'y suis retourné, ouais. Il n'y a pas si longtemps, c'est vrai. C'est vrai? Oui, j'ai peint là-bas d'ailleurs. Ah oui? J'ai même T'as mis ta petite trace là. Énorme. Allez voir un village templier qui s'appelle la Garde-Guérin. Il y a une grande tour et c'est un village complètement du Moyen-Âge. Je suis allé, c'était un jour d'été. Les gens du coin m'avaient tendu une grande toile. Il y avait des musiciens qui jouaient. Et tous les gens qui s'asseyaient sur les pelouses. J'ai peint exactement tout ce que je voyais autour de moi. Sur une grande toile qui fait 6 mètres par 5. Avant la tombée de la nuit, les gens du village sont venus me voir en me disant voilà, on vous a dédié la salle communale, le tableau il va aller là. Donc j'ai dit bah il est à vous, et il est toujours là à voir. Donc ceux qui visitent la Garde-Guérin, il y a du monde
même touriste l'été qui va se promener dans ce petit village. Ils auront la grande toile Il y en a qui une raconte là-bas. tout ce qui s'est passé ce jour-là. C'est la dernière fois que je suis allé dans les Cévennes d'ailleurs. Et si on devait connaître 3-4 toiles de toi, Allez, tu nous dirais d'aller où? Celle-là déjà ou pas? Ah bah oui. Celle-là, là. oui, hein, d'accord. Oui, après il y a des grands murs peints. Bah il y a le mur de Ménilmontant. Oui, on le voit de la Tour Eiffel celui-ci, oui. Celui-là, il est magnifique. Oui, oui. Donc il est signé de 95, mais il a été commencé en 88. Qui c'est qui t'a fait la commande? Sylvie Puissant. Une fille absolument merveilleuse. Elle a... Je dirais pas qu'elle a donné sa vie pour m'aider à être artiste, mais elle a fait beaucoup... Elle a fait beaucoup pour m'aider à ce que je suis. Mais qui a beaucoup insisté aussi et qui a aidé à ce que j'ai ce mur... parce qu'à l'époque, c'était que les peintres très reconnus. Donc il y avait Villègle, il y avait le mur de Ben, de Belleville. Maintenant ça se démocratise. Nemo a obtenu d'avoir des façades d'immeubles par des associations de copropriétaires. Aujourd'hui se redéveloppe dans des arrondissements comme le 13e par des maires fous d'art de rue comme Jérôme Coumet, qui est le maire du 13e. Il n'y a plus les 12 murs, aujourd'hui il y en a 120, 200, 300, je sais pas. Le mur peint il a pris son essor et tant mieux pour la ville, ça correspond à la réalisation des rêves qu'on avait quand nous on avait 20 ans. C'est-à-dire que la ville s'éclaire de peinture, d'art, que les rues deviennent comme une galerie géante. En plus j'ai la chance d'avoir une personnalité qui exclut toute jalousie de ma part, donc tant mieux qu'il y ait des tas de choses qui se font. Après mes goûts importent peu, si des choses me semblent plus ou moins belles, peu importe, ce qui compte c'est que l'art arrive à être présent dans la vie, et puis que chacun y trouve son bonheur, sa joie de voir, de se promener, que les enfants s'émerveillent aussi d'images qui n'existait pas quand nous on était petits. Tout ce dont nos années 60 et 70 faisait grave défaut. Et puis ce gris parisien qui ne demande qu'à être colorié. Je repense au dessin de Mordillo où on voit un gars qui dessine, qui peint sur sa maison toutes les couleurs. Tout le monde le prend pour un fou, après tout. Est-ce que c'est pas tous les gens qui laissent leur maison toute grise qui sont pas les fous, après tout? Allez, vive la vie, vive la couleur, vive la peinture. Émerveillons nos enfants et surtout promettons-leur un monde bien plus beau, enfin un monde qui soit de plus en plus beau. La tête posée sur une bouteille de trou noir, je remonte sans cesse le comptoir de mes rêves et là je me stoppe et je regarde. Tellement de gens différents, des pas marrants aux pas mariés, aux marins qui n'aiment pas ramer, aux marins qui n'aiment pas ramer, et ces maisons qu'on ne finit pas, et ces maisons qu'on ne finit pas, qu'on emménage de postes de télévision qui me servent à rien pour que je te rencontre, que tu lui parles, lui poses la bonne question, qu'il n'ose pas entendre la réponse, qu'il n'ose pas entendre la réponse, et ces bateaux qui ne partent pas. Et ces bateaux qui ne partent pas, et ces maisons qu'on ne finit pas, que l'on envisage et qui ne nous plaisent pas une fois terminées, alors hop on s'en va. Et les ruines qui restent là et pourrissent à côté de nos têtes d'enfants, et les ruines qui restent là et pourrissent à côté de nos têtes d'enfants, et ces fusils qui ne se taisent pas, et ces fusils qui ne se taisent pas.